Mes parents m'ont traité de déchet sans éducation et m'ont mis à la porte. Dehors, espèce de vaurien, a crié papa. Il ne savait pas que je gagnais 31 millions de dollars, alors j'ai dit, d'accord, très bien, sans discuter du tout. Le lendemain, j'ai déménagé sans rien dire, 3 semaines plus tard. Mon nom est Émilie Mercé. J'ai 32 ans et la nuit où mon père m'a traité de déchet sans éducation, je n'ai ni pleuré, ni supplié, ni cherché à me défendre. Je suis resté là, au bout de la table de son dîner d'anniversaire. Tandis que tout le monde se figeait et le regardait cracher des mots sur moi. Comme si j'étais quelque chose de sale qu'il voulait racler de son sol. Il m'a dit que j'étais une vaurienne. Il m'a dit que mon argent ne me rendait pas respectable. Il m'a dit de quitter sa maison. Le plus dingue, c'est que j'avais passé des années à aider discrètement cette famille à surmonter des urgences qu'ils n'avaient jamais su que j'avais financées. À ce moment-là, j'avais déjà bâti une entreprise qui m'avait rapporté 31 millions de dollars. Mais dans cette pièce, rien de tout cela n'avait d'importance. Pour eux, j'étais toujours la fille qui avait quitté l'université, ruiné le scénario familial, et choisi une vie qu'ils ne pouvaient pas contrôler. Alors, je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai dit, d'accord. Très bien. Puis, j'ai pris mon sac et je suis sorti sans élever la voix une seule fois. J'étais parti avant que quiconque ne trouve le courage de m'arrêter. Au lever du soleil, j'avais emballé ma vie dans des cartons, posé mon téléphone face cachée, et quitté Indianapolis sans dire au revoir. 3 semaines plus tard, les mêmes personnes qui m'avaient regardé me faire jeter allaient s'étouffer avec la vérité qu'elles avaient raillée. Et pour la première fois de ma vie, je n'aurais pas besoin de leur approbation pour respirer. Avant de vous dire ce qu'il a dit ensuite, et ce qui s'est passé après ma disparition sans un mot, dites-moi quelle heure il est chez vous et d'où vous regardez. J'ai vraiment envie de voir jusqu'où cette histoire voyagera ce soir. J'ai grandi à Indianapolis, dans une maison où la réussite ne comptait que si elle avait l'air traditionnel de l'extérieur. Mon père, Richard Mercé, était un ingénieur mécanique qui avait passé la majeure partie de sa vie dans la même entreprise industrielle, et il traitait cette constance comme une preuve de supériorité morale. Ma mère, Hélène, enseignait l'anglais au collège et avait une voix plus douce. Mais elle renforçait exactement les mêmes règles avec un sourire au lieu d'un cri. Mon frère aîné, Ryan, suivait les formules comme certains suivent une religion. Ma sœur, Brooke, a appris très tôt à dire ce qu'il fallait, dans la bonne pièce, et à faire en sorte que les adultes la trouvent mature. J'étais celle qui mettait tout le monde mal à l'aise. À 10 ans, je ne jouais pas à la dinette dans le jardin. Je transformais notre garage en un mini-marché du samedi, repeignant de vieux tabourets, assemblant des plats de brocantant ensemble, et convainquant les voisins de les acheter parce que j'écrivais des étiquettes manuscrites qui faisaient passer chaque bol ébréché pour de l'histoire plutôt que pour un défaut. À 13 ans, j'enseignais aux artisans locaux comment mieux photographier leurs produits pour qu'ils puissent les vendre en ligne. À 16 ans, je construisais de simples pages de paiement pour des femmes qui vendaient des bougies, des linges brodés et des savons faits main sur des stands de foire. J'aimais comprendre comment les gens achetaient, pourquoi les histoires vendaient mieux que les spécifications, pourquoi la présentation modifiait la valeur. Mon père appelait tout cela de petites magouilles mignonnes, de la même manière que certains hommes tapotent la tête d'un enfant avant de l'ignorer complètement. Il se tenait dans la cuisine après le dîner et me répétait, encore et encore, que l'intelligence sans diplôme n'était qu'un passe-temps, avec un meilleur éclairage. Ma mère disait qu'il ne voulait que ma sécurité. Ce qu'elle voulait dire, c'était l'obéissance. Quand Ryan a obtenu un stage, nous avons fêté ça avec un steak. Quand Brooke a eu les meilleures notes, mes parents ont appelé les grands-parents. Quand j'ai gagné assez d'argent, à 17 ans, pour couvrir ma propre assurance auto et acheter mon ordinateur portable en une seule fois, mon père a à peine levé les yeux de son journal. Il a dit : « Cette énergie serait plus impressionnante si tu la destinais à un vrai avenir. »
Je me suis inscrite à l'université parce que les combattre me semblait plus épuisant que de me décevoir moi-même. J'ai tenu 3 semestres. Chaque cours donnait l'impression que quelqu'un décrivait le commerce à travers une vitre. Alors que je saignais déjà de l'autre côté. Les professeurs parlaient du risque. En théorie. J'étais déjà en train de le prendre. Ils donnaient des conférences sur la psychologie du client à partir de diapositives. J'avais déjà appris à la dure que les femmes achetaient des articles de cuisine faits main différemment à 23 heures un mardi, qu'à un marché dominical, argent comptant en main. Je n'étais pas paresseuse. J'étais mal alignée. Mais dans ma maison, il n'y avait pas de distinction. Le jour où j'ai annoncé à mon père que je quittais l'école, il m'a regardé comme un juge regarde quelqu'un qui a fait perdre son temps au tribunal. Il n'a pas demandé ce que je comptais construire. Il a demandé quel genre d'humiliation je voulais apporter à la famille. Il a dit que je choisissais la lutte parce que j'étais trop arrogante pour accepter la structure. Il a dit que personne de respectable ne ferait jamais confiance à une personne qui avait abandonné l'école, avec de l'argent sérieux ou des responsabilités sérieuses. Ma mère a pleuré. Non pas parce qu'elle pensait que je pourrais échouer, mais parce qu'elle pensait que les gens parleraient. Ryan a ri quand j'ai dit que je pouvais gagner plus avec une entreprise intelligente qu'avec une vie entière de faux-semblants. Brooke m'a dit que je romantisais l'instabilité parce que je voulais un traitement spécial pour être différente. Je suis parti quand même. J'ai loué un étage sombre au-dessus d'une laverie, dans le quartier. J'ai travaillé jusqu'à ce que mes poignets me fassent mal. J'ai appris les règles d'expédition, les rétrofacturations, la fatigue publicitaire, les coûts d'emballage et la panique des clients à 2 heures du matin. Et savez-vous ce qui faisait le plus mal? Ce n'était pas d'être fauché. C'était de réaliser que ma famille aurait préféré me voir misérable d'une manière respectable, plutôt que courageuse d'une manière qu'ils ne comprenaient pas. Renifle, avez-vous déjà eu l'impression que les gens qui prétendaient vous protéger essayaient en réalité d'enterrer la version de vous qu'ils ne pouvaient pas contrôler? L'entreprise qui a fini par changer ma vie n'est pas arrivée comme une idée claire et nette. Elle reniflait née d'années d'observation de personnes talentueuses échouant, parce qu'elles pouvaient créer de belles choses, mais n'avaient aucune infrastructure, aucune stratégie de prix, aucun système de livraison, et personne pour leur apprendre à se développer sans se perdre. J'ai passé mes jeunes 20 ans à explorer les devantures de magasins, à négocier des remises sur les frais d'expédition, à photographier des produits sur des arrière-plans empruntés, et à dormir à côté de piles d'inventaire parses que je ne pouvais pas encore me permettre un entrepôt. J'ai rencontré mon mentor, Elena Vasquez, lors d'une exposition commerciale régionale à Louisville. Quand j'avais 23 ans et que j'essayais de ne pas paraître désespéré. Elle avait passé des années en tant qu'acheteuse pour des chaînes de boutiques de détail. Et elle a vu en 10 minutes ce que ma famille avait refusé de voir pendant une décennie. Je n'étais pas éparpillé. J'étais commercial. Je n'étais pas insignifiante. J'étais en avance. Elena m'a aidé à cesser de penser comme une pigiste et à commencer à penser comme une opératrice. Ensemble, nous avons transformé mon travail en quelque chose de plus grand, une entreprise de commerce et de logistique qui aidait les petits fabricants américains d'articles pour la maison, les artistes textiles, les menuisiers, les ateliers de céramique et les marques de produits alimentaires spécialisées à construire des entreprises directes aux consommateurs haut de gamme, sans être engloutis par les géants du marché. Je gérais les systèmes, la stratégie de marque, les normes d'emballage, la fidélisation de la clientèle, les relations de gros et, finalement, les outils logiciels conçus pour nos propres vendeurs. Je ne revendais pas de babioles en ligne. Je construisais un écosystème. Cela m'a presque brisé quand même. J'ai une fois atteint la limite d'une ligne de crédit et je l'ai remboursée en 6 mois brutaux. J'ai perdu une saison des fêtes à cause d'un problème de fret qui a anéanti mes
Marge. J'ai passé tout un hiver à porter des gants à l'intérieur parce que j'avais choisi la paix plutôt que le chauffage. Mais chaque revers m'a appris quelque chose d'utile, et aucune de ces leçons n'est venue avec un programme. Elles sont venues avec des factures, des insomnies et des responsabilités. À 28 ans, j'avais un vrai siège social, 41 employés, des partenaires de distribution nationaux et une plateforme que les analystes essayaient de catégoriser trop étroitement, car ils ne pouvaient pas voir à quel point notre valeur résidait dans les systèmes derrière la vitrine. À 30 ans, j'avais refusé 2 offres de rachat, car je voulais le contrôle plus que les gros titres. À 32 ans, ma participation personnelle dans l'entreprise m'avait rapporté 31 millions. Je n'avais toujours pas communiqué les vrais chiffres à ma famille. Je me disais que je protégeais la relation, mais la vérité était plus laide. Une partie de moi voulait encore qu'ils me choisissent avant que le succès ne me rende indéniable. Alors, je continuais à me présenter comme insignifiant dans des pièces où je portais le plus lourd fardeau. Lorsque ma mère a eu besoin d'une opération et que l'assurance a bloqué une partie de la facture, un compte de fiducie a soudainement résolu le problème. Lorsque Ryan s'est retrouvé à court d'argent pour l'achat d'une maison, des fonds mystérieux sont apparus grâce à un ami de la famille d'un ami de la famille. Lorsque le mariage de Brooke a failli s'effondrer après une augmentation des coûts des fournisseurs, le déficit a disparu avant qu'elle n'ait à annuler quoi que ce soit. Mon père s'est un jour qualifié de le pilier de la famille tout en conduisant, sans le savoir, une voiture que j'avais payée pour réparer. C'était le genre de silence dans lequel je vivais. J'envoyais de l'aide à midi et j'étais traité comme un cas exemplaire le soir. La coupe la plus profonde est venue quand Ryan a mentionné vouloir lancer une entreprise parallèle, conseillant les entrepreneurs locaux sur le financement immobilier. J'ai proposé de lui montrer comment construire des entonnoirs de prospecter. Des systèmes de fidélisation clients qui convertissaient réellement. Il a ricané. Et a dit qu'il n'allait pas prendre de conseils commerciaux de quelqu'un qui avait quitté l'université et avait eu de la chance sur Internet. Mon père a en fait hocher la tête. Il a dit, un diplôme enseigne la discipline. Cela compte. Plus que l'agitation. Je me souviens d'avoir souri comme si cela ne faisait pas mal, car à ce moment-là, j'étais habitué à avaler l'humiliation entière. Mais le silence fait quelque chose de dangereux quand on le nourrit pendant des années. Il se durcit en distance, puis en ressentiment, puis en clarté. Je me suis dit que ma retenue était de l'amour. Je me suis dit que la dignité signifiait emprunter la voie de la noblesse. Je me suis dit que la famille méritait de la patience. J'avais tort. Mon silence ne guérissait rien. Il rendait simplement le manque de respect moins cher pour eux. Et puis le 60e anniversaire de mon père est arrivé, et j'ai commis l'erreur de penser que peut-être la vérité, enfin clairement exprimée, changerait tout. Je suis allé à ce dîner avec un cadeau que j'avais passé des mois à planifier. Ce n'était pas Tapa accent grave l'œil. Ce n'était pas une vengeance. C'était un plan de compte de retraite entièrement financé, structuré par mon équipe financière. Afin que mes parents puissent cesser de s'inquiéter des surprises médicales et de prétendre que le stress était noble. J'avais aussi un espoir secret, que j'ai presque honte d'admettre maintenant. Je pensais que si je leur montrais ce que j'avais vraiment construit, calmement, clairement, sans théâtralité, ils me verraient peut-être enfin tel que j'étais, au lieu de celle que j'avais été à 19 ans. Le dîner a commencé. Exactement comme les humiliations familiales commencent habituellement, tout le monde agissant assez normalement pour que vous remettiez en question vos instincts. Ma mère s'est affairée autour du rôti. Brooke a parlé d'une affaire que son cabinet avait gagnée. Ryan ne cessait d'insérer du jargon bancaire dans les conversations ordinaires parce qu'il adorait avoir l'air aisé. Mon père était assis en bout de table, savourant le genre d'autorité qui ne survit que si personne ne la conteste. Personne ne m'a posé de vraies questions. Ni sur le travail.
Ni sur ma vie. Ni sur la raison pour laquelle j'avais l'air. Plus mince, plus affûtée, plus fatiguée, plus certaine. J'ai attendu jusqu'au dessert, puis j'ai posé l'enveloppe à côté de l'assiette de mon père et j'ai dit que je voulais partager quelque chose. Il l'a ouverte lentement, a froncé les sourcils devant les chiffres et a demandé ce qu'il regardait exactement. J'ai expliqué, aussi simplement que possible, que mon entreprise avait franchi une nouvelle étape de valorisation majeure, que j'avais structuré quelque chose pour leur avenir, et que je voulais qu'ils soient à l'aise parce que je les aimais. Le silence dans la pièce était pesant. Ryan fut le premier à rire, et ce n'était pas un rire joyeux. Il demanda si c'était l'une de ces choses de faux riches d'Internet où les gens se vendent de valeurs de papier et de voitures louées. Brooke dit, Emily, s'il te plaît, ne fais pas de l'anniversaire de papa une histoire de ta marque. Mon père fixa les documents comme s'il l'offensait personnellement. Puis renifle, il demanda, avec ce fin dégoût dans la voix, si je pensais que jeter de l'argent me rendait égal aux personnes qui avaient réellement mené leur vie correctement. Je répondis que ce n'était pas une question d'égalité, mais de bienveillance. Je dis que j'avais aidé pendant des années, discrètement, car je ne voulais jamais que quiconque se sente exposé. C'est là que tout a explosé. Ma mère m'a regardé la première, confuse. Ryan est devenu pâle, puis en colère. Brooke a exigé de savoir ce que je voulais dire. J'aurais dû m'arrêter. Au lieu de cela, peut-être parce que j'étais fatigué d'être le secret de famille, peut-être parce qu'une vieille blessure s'est finalement déchirée, je leur ai dit. Pas tous les chiffres, pas tous les détails, mais assez. J'ai dit que j'avais couvert une partie des frais médicaux de maman, aidé Ryan à conclure l'achat de sa maison, et sauver le mariage de Brooke alors que personne d'autre ne savait à quel point il avait failli s'effondrer. Je ne l'ai pas dit pour les humilier. Je l'ai dit parce que je voulais, pour une fois, que la vérité existe dans la pièce. Mon père s'est levé si vite que sa chaise a raclé le sol. Il n'avait pas l'air reconnaissant. Il avait l'air acculé. C'est à ce moment-là que j'ai compris que certaines personnes préféreraient vous traiter de cruel plutôt que d'admettre qu'elles ont eu besoin de vous. Ryan a demandé si je pensais que cela faisait de lui une sorte de cas de charité. Brooke a dit que j'étais manipulatrice d'avoir gardé des choses au-dessus de leur tête. Ma mère a pleuré et n'arrêtait pas de dire qu'elle ne comprenait pas pourquoi j'aurais fait tout cela en secret, comme renifle si la réponse n'avait pas été assise en bout de table toute ma vie. Puis mon père a commencé à crier. Il a dit que j'étais entré dans sa maison pour acheter de l'autorité. Il a dit que l'argent gagné par une personne qui avait abandonné l'école ne l'impressionnerait jamais. Il a dit que je n'avais pas le droit de faire en sorte que des personnes avec de vraies études se sentent petites. Ryan s'est joint à lui. Brooke aussi. Ils ont ri de mon petit empire, se sont moqués de mon manque de diplôme, ont agi comme si l'entreprise qui employait des dizaines de personnes et soutenait des centaines d'artisans était un coup de chance élaboré qui les embarrassait par association. J'ai gardé ma voix calme. Cela a semblé énerver encore plus mon père. Il a pointé la porte et a dit, tu n'es toujours qu'un déchet sans éducation, avec un bon timing. Puis plus fort, parce que la cruauté se produit toujours devant un public, il a crié, sors de ma maison, espèce de vaurien, et ne reviens pas ici en agissant comme si l'argent te rendait l'une des nôtres. L'une des nôtres, comme si on m'avait jamais vraiment permis de l'être. Je me souviens d'avoir pris mon sac. Je me souviens que mes mains étaient parfaitement stables, même si ma poitrine se sentait vide. Je me souviens d'avoir regardé chaque visage une dernière fois. Ma mère fixait la table. Brooke semblait honteuse mais silencieuse. Ryan avait en fait l'air satisfait, comme si quelque chose de laid et de longtemps nourri en lui avait finalement gagné. J'ai regardé mon père et j'ai dit, d'accord. Très bien. C'était tout. Pas de discours,
pas de larmes, pas de supplications pour que quelqu'un dans la pièce me défende. Je suis sorti. Dans l'allée, je suis resté assise dans ma voiture. Pendant près de 2 minutes sans la démarrer. Je n'ai pas pleuré tout de suite. J'ai juste regardé à travers le pare-brise et j'ai senti quelque chose en moi. Devenir froid et net, pas brisé, mais terminé. Au moment où je me suis éloigné du trottoir, j'avais déjà pris ma décision. Je ne passerai pas une autre année à auditionner pour l'amour, dans une famille qui ne me respectait que lorsque j'étais plus petite qu'eux. J'ai conduit jusqu'à mon appartement, j'ai fait mes valises jusqu'à l'aube, j'ai supprimé la discussion de groupe, emballé toutes les photos de famille que je possédais. Laissé ma vieille clé de maison sur le comptoir de la cuisine, et au matin, j'étais en route pour Charleston. Je n'ai pas envoyé de lettre. Je ne me suis pas expliqué. 3 semaines plus tard, ils apprendraient que mon silence n'était pas une faiblesse. C'était le bruit d'une porte se refermant derrière eux. Charleston ne m'a pas guéri du jour au lendemain. Cela m'a donné de l'espace pour cesser de jouer un rôle. J'avais discrètement acheté un cottage côtier restauré l'année précédente comme propriété d'investissement. Un endroit que je m'étais dit que j'utiliserais un jour, quand la vie serait moins encombrée. Je suis arrivé avec des cartons, de l'épuisement, et une fureur si contrôlée qu'elle en devenait presque élégante. La première chose que j'ai faite a été de débarrasser la maison de tout ce qui semblait emprunté. J'ai décroché les œuvres d'art génériques, déballé des pièces faites à la main par des vendeurs avec lesquels j'avais travaillé pendant des années, et rempli la cuisine d'objets fabriqués par des gens qui construisaient des choses avec leurs mains, plutôt que des opinions avec leur bouche. Puis, j'ai fait quelque chose de petit, et presque enfantin. J'ai supprimé chaque photo de famille de mon téléphone, et j'ai brûlé une boîte en carton de vieilles cartes d'anniversaire, et de notes de remise de diplôme, dans un brasero en métal derrière la maison. Non pas parce que je les détestais, mais parce que j'avais besoin du rituel. J'avais besoin d'un moment physique qui disait, cette version de moi est terminée. J'ai commencé à dormir toute la nuit pour la première fois depuis des mois. Je me promenais dans le quartier avant le lever du soleil. J'ai adopté une chienne de refuge avec une oreille déchirée et je l'ai nommée June. J'ai loué un studio en centre-ville où j'ai commencé à organiser de petits ateliers pour des artisans et des femmes qui construisaient des entreprises de produits en dehors des chemins traditionnellement gardés. Le premier devait réunir 12 personnes. 47 sont venus. Certains sont venus pour la stratégie. D'autres sont venus parce qu'on leur avait dit qu'ils étaient irréalistes tellement de fois qu'ils ne faisaient plus confiance à leur propre ambition. Je comprenais chaque visage dans cette pièce. Puis Ryan s'est présenté à ma porte, un samedi après-midi humide, exactement 3 semaines après que j'ai quitté Indianapolis. Il avait la même expression supérieure qu'il portait toujours quand il pensait pouvoir transformer le charme en levier, mais il y avait du stress autour de ses yeux maintenant. Il ne s'est pas excusé. Il a commencé par la famille. Il a dit que papa avait été sous pression, que les anniversaires rendaient les gens émotifs, que peut-être j'avais pris les choses trop personnellement. Puis il a bifurqué. Presque sans transition vers la vraie raison de sa venue. Un accord immobilier avait mal tourné. Il avait besoin d'argent rapidement. Juste un prêt-relais. A-t-il dit, une chose temporaire entre frères et sœurs. J'ai demandé s'il avait conduit 11 heures pour s'excuser ou pour collecter. Cela ne lui a pas plu. Il a commencé à parler de sang, d'histoire, de loyauté, tous. Les mots que les gens utilisent quand ils veulent un accès sans responsabilité. Avant que je puisse répondre, mon téléphone a sonné. C'était mon directeur financier au haut-parleur parce que j'avais examiné un contrat toute la matinée. Ryan m'a entendu confirmer les termes d'un accord de licence à 7 chiffres, et approuver la première étape d'une expansion multi-étape. Je n'ai pas baissé la voix. Je n'ai pas envoyé l'appel à la messagerie vocale. Je ne me montrais plus modeste pour lui.
Quand j'ai raccroché, il me regardait comme s'il avait enfin rencontré une étrangère portant mon visage. Je lui ai dit non. Pas non pour l'instant. Non. Pas de prêt. Pas de sauvetage. D'urgence. Plus de financement privé pour des gens qui me rabaissaient publiquement et comptaient en privé sur mon silence. Il a dit que papa avait eu raison sur moi depuis le début, que le succès m'avait rendu égoïste. Je lui ai dit que le succès ne m'avait pas changé. Il avait simplement rendu impossible pour des gens comme lui de continuer à prétendre que je leur devais tout, en ne méritant rien. Il est parti, en colère, humilié et plus ébranlé qu'il ne voulait me le montrer. Plus tard, j'ai appris qu'il était retourné directement à Indianapolis, racontant à tout le monde ce qu'il avait entendu. La maison, l'affaire, l'argent, le fait que j'avais beaucoup plus qu'il n'avait jamais imaginé. Cette conversation a été la première fissure dans le mythe qu'ils avaient construit à mon sujet. Cela est aussi devenu le début de leurs conséquences. Un mois plus tard, Charleston m'a rendu visible d'une manière que ma ville natale n'avait jamais fait. Un journal économique régional a publié un article sur mes ateliers, la croissance de l'entreprise et le parcours non conventionnel que j'avais suivi pour la bâtir. L'article était assez incisif pour être flatteur, et assez honnête pour piquer. Il décrivait comment certains des fondateurs les plus innovants étaient souvent rejetés par leurs proches, parce qu'ils n'étaient pas emballés avec les bons diplômes. Il mentionnait, sans nommer de nom, que le scepticisme familial pouvait devenir une forme de sabotage lorsque la fierté l'emportait sur la perception. Cet article a été repris par une publication plus importante. Puis un podcast a diffusé une partie de l'interview. Ensuite, un bulletin d'information sur l'entrepreneuriat m'a cité disant « Les gens qui vous aiment ne sont pas toujours ceux qui savent vous voir ». Dès la deuxième semaine, l'histoire était revenue à Indianapolis. Soudain, d'anciens camarades de classe envoyaient des messages. Des cousins éloignés qui m'avaient ignoré pendant des années réagissaient au gros titre. Et ma famille, qui avait traité mon parcours comme une gêne, se retrouva au milieu d'un récit qu'elle ne pouvait plus contrôler. Les retombées les ont touchés différemment. Le cabinet d'ingénierie de mon père avait passé des années à parler publiquement d'innovation et de jeunes talents, tout en récompensant en privé la même image étroite de succès qu'il vénérait. Après que l'article se soit répandu localement, des collègues ont commencé à le faire circuler, avec des commentaires sur l'impressionnant fait que quelqu'un de cette famille Mercé avait construit quelque chose d'aussi grand, sans diplôme. Des hommes qui avaient écouté mon père faire la leçon pendant des années sur la discipline et les chemins traditionnels ont commencé à lui demander, mi-plaisantant et mi-sérieusement, s'il pensait toujours que l'université était la seule voie respectable. Mon père a fait ce que les hommes fiers font quand la vérité les embarrasse. Il a haussé le ton avant de se faire plus petit. Il a claqué au nez d'une jeune manager lors d'une réunion après qu'elle ait loué l'embauche non traditionnelle. Il a perdu son sang-froid à la cafétéria quand quelqu'un a mentionné mon interview. En 2 mois, il a été conseillé de prendre une retraite anticipée. Après une dépression liée au stress, que tout le monde à Indianapolis comprenait être en réalité une humiliation déguisée en costume. Les conséquences pour Ryan furent plus pratiques et presque plus satisfaisantes. Il utilisait apparemment mon nom à la banque, insinuant à des clients et à des superviseurs qu'il avait un accès privilégié à mon entreprise et pouvait apporter des relations commerciales s'il obtenait un meilleur poste de portefeuille. Une fois qu'il est devenu évident que nous ne nous parlions plus et qu'il avait exagéré ses connexions, le service de conformité s'en est mêlé. Il a perdu la promotion qu'il convoitait et a reçu un avertissement formel pour fausse déclaration. Cette histoire s'est répandue plus vite qu'il ne l'avait imaginé. Quelques parents qu'il avait toujours traités comme le fils en or ont soudainement cessé de répondre à ses appels lorsqu'il leur présentait des idées. Brooke a fait le premier vrai pas vers l'âge adulte parmi eux. Elle m'a envoyé un message vocal. Pas une performance. Pas une demi-excuse noyée sous des prétextes. Elle a dit
Je savais que papa avait tort cette nuit-là, et je suis restée silencieuse. Parce que je ne voulais pas qu'il se retourne contre moi aussi. J'ai honte de cela. Tu méritais une sœur et j'ai agi comme une spectatrice. Je l'ai écouté 3 fois, car la sincérité était devenue si rare que j'avais besoin de l'entendre plus d'une fois pour y croire. Et puis vint le rebondissement qui faillit sembler fictif jusqu'à ce que je voie l'email moi-même. L'entreprise industrielle où mon père avait travaillé pendant 35 ans parrainait un sommet régional sur la fabrication, l'innovation et l'avenir de la main-d'œuvre. L'un des jeunes directeurs avait vu mon article, fait des recherches sur mon entreprise, et m'avait invité à donner la conférence principale sur la construction de systèmes à forte croissance en dehors des parcours éducatifs traditionnels. Le titre qu'il proposait m'a fait éclater de rire dans ma cuisine. Le succès. Au-delà du diplôme. Mon père n'allait pas seulement en entendre parler, il allait devoir regarder l'entreprise à laquelle il avait consacré sa vie célébrée. Exactement le genre de fille qu'il avait jeté de sa maison. Ma mère a commencé à appeler ensuite. D'abord doucement, puis avec insistance, puis presque quotidiennement. Elle a dit que la famille avait besoin de guérir. Elle a dit que papa avait été sous pression. Elle a dit que Ryan avait des difficultés. Elle a dit que Brooke lui manquait. Elle a dit que les choses avaient dégénéré. Elle n'a jamais commencé par ce qui importait réellement. Pas avant que je cesse de répondre. Alors le texte est enfin arrivé. Ton père dit qu'il a eu tort. Pas désolé. Il était embarrassé. Non pas désolé que les choses soient devenues publiques. Mais il avait tort. Ce mot est arrivé tard, mais il est arrivé. Je lui ai dit qu'il n'y aurait pas de réinitialisation privée, pas de faux-semblants, pas de dîner de famille où tout le monde utiliserait des voix plus douces, et appellerait cela à rendre des comptes. S'il voulait une quelconque relation avec moi, il devrait dire la vérité clairement et publiquement. D'abord à eux-mêmes, puis aux personnes qu'ils avaient induites en erreur. Ma mère a accepté trop vite. Cela m'a révélé à quel point ils étaient devenus désespérés. J'ai accepté la conférence. J'ai réservé le vol de retour à Indianapolis, et pour la première fois de ma vie, je ne revenais pas pour prouver quoi que ce soit. Je revenais parce que la vérité était enfin devenue assez grande pour que personne ne puisse la faire plier. Le sommet s'est déroulé dans une salle de convention chic du centre-ville, avec les logos d'entreprises historiques accrochés à des bannières comme de vieux hommes se rappelant mutuellement qu'ils comptaient toujours. Lorsque je suis arrivé en coulisses, Brooke m'attendait déjà en costume bleu marine, l'air moins certaine que je ne l'avais jamais vue. Elle m'a serré dans ses bras, une fois que je l'ai permis, puis elle a reculé comme si elle savait qu'elle n'avait pas encore mérité de réconfort. Elle me dit que Ryan avait des ennuis au travail, que papa n'avait presque pas quitté la maison depuis qu'il avait pris sa retraite, que maman avait passé des semaines à essayer de trouver comment expliquer à la famille que l'histoire qu'ils avaient tous racontée à mon sujet était un mensonge. Puis elle me tendit son téléphone. Tu devrais savoir, dit-elle. L'écran montrait un appel vidéo de groupe familial de la semaine précédente. Mes tantes, mes oncles, mes cousins, tous ceux qui avaient discrètement absorbé la version de moi que mes parents avaient orchestrée pendant des années. Dans renifle l'enregistrement, ma mère a admis qu'il m'avait jugé injustement. Minimisé mon travail et permis à la fierté de mon père de se transformer en cruauté. Puis mon père, rigide et visiblement misérable, a prononcé les mots dont j'avais un jour pensé avoir besoin. Il a dit qu'il avait insulté la fille qui avait soutenu la famille plus qu'aucun d'entre eux ne le savait. Il a dit qu'il avait confondu l'éducation et la valeur. Il a dit qu'il avait eu tort. Ce n'était pas élégant. Ce n'était pas rédempteur. Ce n'était pas suffisant pour effacer quoi que ce soit, mais c'était public, et c'était réel. J'ai rendu le téléphone de Brooke et je l'ai remercié de les avoir fait le faire sans moi dans la pièce.
C'était la première limite que j'avais fixée, que personne n'osait franchir. Quand je suis monté sur scène, je l'ai vu immédiatement. Richard Mercey, au premier rang, les épaules trop rigides, avec l'expression d'un homme pris entre la honte et l'obstination. Ryan était assis à côté de ma mère, plus petit qu'eux. Dans mon souvenir, comme si le monde avait enfin cessé de le protéger. Brooke a pris place près de l'allée. Le modérateur m'a présenté comme une fondatrice, stratège de système, et voix nationale pour l'entrepreneuriat non traditionnel. Il y a eu une phrase sur la création d'emplois, une sur l'impact. Une sur la redéfinition de ce qu'est la crédibilité. Mon père n'a pas applaudi. Au début. Puis les gens autour de lui l'ont fait, et le son a traîné ses mains. Ensemble, presque malgré lui. Je me suis tenu au podium et j'ai regardé une salle remplie de cadres. D'étudiants, d'opérateurs, et de personnes qui avaient construit leur vie de manière approuvée et non approuvée. J'avais écrit un discours soigné dans l'avion. J'en ai abandonné la moitié dès la première minute. Je leur ai dit que le talent n'arrive pas toujours avec les documents que l'on attend. Je leur ai dit que certaines des personnes les plus capables du pays sont rejetées tôt, car elles ne correspondent pas à un scénario conçu par la peur. J'ai dit que les diplômes comptent, la formation compte, la discipline compte. Mais aucune de ces choses n'a de sens si elles deviennent des excuses pour refuser la dignité à des personnes dont le chemin est différent. Puis j'ai prononcé la phrase qui a plongé la salle dans un silence complet. La valeur d'une personne se révèle bien avant que son CV ne vous impressionne. Le véritable test de caractère est la façon dont vous la traitez avant de savoir ce qu'elle peut faire pour vous. Je n'ai pas regardé directement mon père en disant cela, mais je n'en avais pas besoin. Le silence autour de lui m'a répondu. Au moment où j'ai terminé, le public était debout. Non pas parce que j'avais gagné, non pas parce que la vengeance a le goût le plus doux sous les applaudissements, mais parce que la vérité, lorsqu'elle est enfin prononcée sans excuse, a une force physique. Elle change la température d'une pièce. Après la conférence, le directeur qui m'avait invité m'a présenté à plusieurs dirigeants, et puis, avec une cruauté si polie qu'elle relevait presque de l'art, il a dit à mon père, « Vous devez être incroyablement fier. » Ce fut le moment où Richard craqua. Non pas dans un effondrement dramatique, mais dans quelque chose de plus triste. Son visage perdit sa structure. Sa voix devint faible. Il demanda si nous pouvions parler en privé. Nous nous sommes dirigés vers un couloir latéral, loin de la foule, mais pas assez loin pour qu'il puisse se réfugier dans le fantasme. Ma mère suivit. Ryan resta en arrière. Brooke se tenait près du mur et laissait le silence opérer. Mon père commença. Avec les phrases habituelles que les gens utilisent quand ils sont en retard. J'étais sous pression. Je ne savais pas comment réagir. J'étais choqué. Puis, il s'arrêta, car même lui entendait à quel point cela sonnait creux après tout ce qui s'était passé. Finalement, il dit, « J'ai été cruel parce que ton succès me faisait me sentir inutile. » C'était la première chose honnête qu'il m'ait jamais dite à propos de nous. Je lui ai dit que ses excuses importaient moins que ce qu'elles révélaient. Je lui ai dit que je n'étais pas devenue précieuse le jour où une salle remplie d'étrangers s'était levée pour moi. J'étais précieuse la nuit où il m'avait traité de déchet. J'étais précieuse à 19 ans, dans cet appartement au-dessus d'eux. La laverie. J'avais de la valeur chaque fois que je payais une facture qu'il n'avait jamais su venir de moi. Il pleura alors, mais pas d'une manière qui me donnait envie de le réconforter. Ryan parla ensuite, la voix tremblante. Il admit qu'il avait construit la moitié de son identité en se sentant supérieur à moi, et quand cela s'est effondré, il a essayé d'emprunter mon succès comme il avait tout emprunté. Brooke s'excusa de nouveau, cette fois devant nous tous. Ma mère dit qu'elle avait passé sa vie à faire la paix avec des hommes forts en sacrifiant des vérités dérangeantes, et que cela lui avait coûté une fille. J'ai écouté. J'ai
cru certaines parties de ce qu'ils disaient. Je ne leur ai accordé d'absolution. À aucun d'eux. Je leur ai dit que la seule relation que j'étais prête à avoir à l'avenir était une relation limitée, bâtie sur le respect, l'honnêteté et la distance. Plus d'argent. Plus d'accès familial à mon entreprise. Plus de réécriture. Émotionnelle après coup. Pas de visite surprise. Pas de me traiter d'égoïste. Parce que je me protégeais. Brooke pouvait m'appeler. Ma mère pouvait m'envoyer un message. Ryan aurait besoin de temps et de constance avant que je n'envisage plus que de la civilité. Mon père et moi ne ferions pas semblant. S'il voulait me parler, il le ferait sans autorité, sans droit, sans s'attendre à ce que je soulage sa culpabilité. Il acquiesça comme un homme apprenant une langue trop tard pour sonner naturel. Et ce fut tout. Pas de réunion cinématographique, pas de guérison miracle, juste des conséquences, des limites, et une vérité qu'aucun d'entre eux ne pouvait remettre dans la boîte. Je suis rentré chez moi à Charleston le lendemain matin. Chez moi. Ce mot signifiait enfin un endroit que j'avais choisi, pas une pièce où l'on m'avait évalué. Une semaine plus tard, j'ai animé un autre atelier dans mon studio. Des femmes sont arrivées avec des échantillons, des cahiers, de la peur, de l'ambition, et des projets inachevés. June dormait près de la porte pendant que j'enseignais la tarification, l'échelle, la psychologie du fondateur, et pourquoi la honte est l'une des choses les plus chères qu'un entrepreneur puisse porteur. J'ai étendu le programme de bourse que j'avais commencé discrètement l'année précédente pour les étudiants créant des entreprises en dehors des voies traditionnelles. Brooke a commencé à y consacrer des heures juridiques. Bénévolement. Ryan a envoyé sa première excuse manuscrite au lieu d'un message. Ma mère m'a renvoyé une boîte de vieilles photos d'école avec une note qui disait simplement « Tu n'as jamais été le problème ». Mon père a écrit une fois par mois, de courtes lettres sans apitoiement, juste des faits, la reconnaissance de ses responsabilités et l'effort maladroit d'un homme qui avait enfin appris que l'amour ne survit pas à l'humiliation. Parfois je répondais. Parfois non. C'était mon choix maintenant. Un soir, des mois plus tard, je me tenais pieds nus sur les marches arrière de mon cottage de Charleston, regardant la marée s'assombrir sous la dernière lumière. La maison était silencieuse, à l'exception du souffle de June tout près et du léger murmure de rire des voisins d'à côté. J'ai pensé à ce dîner d'anniversaire, à la jeune fille qui était partie en disant « D'accord, très bien ». Parce que discuter l'aurait rendue plus petite, dans une pièce déjà déterminée à la méconnaître. Je pensais autrefois que la vengeance signifiait faire souffrir les gens, comme il m'avait fait souffrir. Je sais mieux maintenant. La renifle vraie vengeance, c'était de laisser la vérité immobile assez longtemps pour qu'ils se voient eux-mêmes. La vraie vengeance, c'était de construire une vie si solide que leur approbation devienne insignifiante. La vraie vengeance, c'était que lorsqu'ils sont enfin venus chercher ma valeur, je n'avais plus besoin d'eux pour la confirmer. J'ai regardé l'eau et j'ai compris quelque chose avec une paix que je n'avais jamais ressentie à Indianapolis. Je n'avais pas besoin de ma famille pour me sauver, me valider, ou me choisir correctement. J'avais déjà fait le plus dur. Moi-même. Je m'étais choisi en premier. Que se passe-t-il lorsque vous placez enfin votre valeur au-dessus du sang, de la culpabilité, et des vieux rôles conçus pour vous maintenir petite? Avez-vous déjà été traité d'échec par les mêmes personnes qui ont bénéficié de votre force? Dites-le moi dans les commentaires, car je lis tout le monde. Nous apprécions sincèrement votre soutien et votre temps. Cette vidéo est fictive et non basée sur des événements réels. Elle a été créée uniquement à des fins de narration, de divertissement et de réflexion éducative. Nous espérons que la leçon vous rappellera qu'être gentil est une belle force, mais restez là où votre gentillesse est constamment abusée n'est pas quelque chose que vous devez à qui que ce soit.